Le Président, bonjour. Nous allons entamer la troisième session de la journée avec l'interrogatoire de la défense de M. Gbagbo et je donne la parole à Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mangou, nous allons continuer. Alors, je voudrais vous lire un extrait des transcrits édités du 25 septembre dernier, page 54, ligne 3A, la ligne 10. C'est vous qui parlez. Alors je cite. Et à l'issue de cette réunion, le général Bakayoko m'a approché pour dire que, puisque nous travaillons au sein du centre de commandement intégré, qu'il fallait que nous fassions une déclaration pour dire que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Alors je lui ai dit, je le sais, mais il ne nous appartient pas, en tant que militaire, de faire une telle déclaration. Et que le président Gbagbo a fait une sorte de voie de recours. Les chefs d'État sont en train de travailler. Attendons le résultat final de ces chefs d'État avant qu'on se prononce. Donc, c'est dire que le CCI encore continuait. Fin de citation. Alors, le général Bakayoko, vous demandez de faire une déclaration. Mais quel type de déclaration? Une déclaration télévisée. D'accord. Dans laquelle vous... Et qu'est-ce qu'il voulait que vous disiez? Il voulait qu'on dise que le président Alassane est élu président de la République. Et donc je lui ai dit, je le sais, mais il ne nous appartient pas en tant que militaire de le faire, d'attendre que le panel des chefs d'État se prononce définitivement. D'accord. Et ça, c'était à quelle époque à peu près? À l'issue donc de la proclamation des résultats dans le mois de janvier, à la dernière réunion quadripartite que nous avons eue. Vous voulez dire que le général Palasset et le général de l'ONUCI étaient présents aussi? Ils étaient présents à la réunion, mais ils étaient déjà partis. Et c'est quand ils sont partis que Bakayoko et moi nous sommes restés qu'il a fait cette proposition. D'accord. Cette demande, il l'a renouvelée à plusieurs reprises? Non, ça a été la dernière. Ça a été la dernière, il n'a pas renouvelé. D'accord. Mais il vous en avait déjà parlé? Non, c'était spécialement ce jour-là qu'il m'en a parlé. D'accord. À votre connaissance, est-ce qu'il en a parlé à d'autres généraux? Est-ce qu'il a demandé à d'autres généraux de faire une déclaration? Non. D'accord. Excuse me. Le Président, excusez-moi. Non, vous ne savez pas ou non, il n'a pas adressé cette demande à d'autres généraux? Monsieur le Président, il n'a pas adressé cette demande aux autres généraux, à d'autres généraux. Thank you. Le Président, je vous remercie. Alors, les contacts avec le général Bakayoko, jusqu'à quand se sont-ils poursuivis?
Par exemple, est-ce qu'ils se sont poursuivis pendant toute la crise ou bien est-ce qu'ils se sont arrêtés à un moment? Est-ce que vous pouvez nous dire? Après la dernière réunion de janvier, donc je vous ai parlé, on n'a plus de contact. Je n'ai plus de contact avec Bakayoko. D'accord, je vous demande une seconde, s'il vous plaît. Alors, ça, ce sont les contacts que vous avez eus avec le, disons, l'aile militaire euh, des pro-Ouattara. Vous n'en avez pas eu, il n'y a pas eu d'autres réunions avec des responsables militaires pro-Ouattara. Non. D'accord. Y a-t-il eu pendant toute cette période, la période de la crise, des réunions avec des responsables politiques pro-Ouattara? Je n'ai jamais eu de réunion avec les responsables politiques pro Ouattara. D'accord. En dehors de ces éventuels contacts avec les uns et les autres, est-ce que vous étiez en contact avec des responsables militaires français? Non, aucun contact en dehors des rapports de travail que j'ai avec le général Palassé. Je n'ai aucun contact avec d'autres militaires français. Des rapports de travail, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je vais dire, pardon. Je veux dire que le général Palassé, bon, on se retrouve dans les réunions quadripartites. En dehors de ces réunions, pas de contact avec d'autres responsables français. Vous ne vous êtes jamais retrouvé seul à seul, par exemple le général Palassé, vous? Jamais. D'accord. Étiez-vous en contact avec des officiels français, par exemple l'ambassadeur de France ou d'autres représentants des autorités françaises? Non, jamais. D'accord. À aucun moment, un représentant français ne vous a approché pour vous demander de mettre fin au combat? Jamais, puisqu'il n'y a pas eu de combat. Je n'étais pas au combat, donc personne ne m'a approché. Quand les forces du Nord traversent la zone de démarcation et se dirigent vers Abidjan, ce n'est pas des combats? Bien sûr que c'est des combats, mais j'ai fait rentrer, comme je vous le disais, j'ai fait replier les unités, donc apparemment il n'y a pas eu de combat avec eux pour qu'un représentant français vienne me demander de mettre un terme au combat. À Abidjan, il n'y a pas eu de combat? À Abidjan, je vous l'ai souligné, j'étais déjà à l'ambassade, donc je ne participais à aucun combat. D'accord. Pendant la crise, avez-vous été approché par un représentant de la DGSE? Et je vais préciser pour les besoins du dossier ce qu'est la DGSE, ce sont les services secrets français. Je n'ai été approché par aucun représentant. Connaissiez-vous le représentant de la DGSE à l'ambassade de France? Non, je ne le connais pas. Aviez-vous de bonnes relations avec l'ambassadeur Simon? Je n'ai pas l'habitude de fréquenter l'ambassadeur, donc on n'a aucune relation particulière. D'accord.
Alors, vous avez dit dans une vidéo dont je donne les références 6 VOTP 0049 0040 les transcrits français édités donc une vidéo dont j'ai donné les numéros qui vous a été montrée par le représentant de l'accusation. Je donne la référence des transcrits de cette vidéo. 6 VOTP 0048 1670 page 1672 à partir de la ligne 54. Vous avez dit là que vous avez été approché par Soro, Guillaume Soro, pour mettre l'armée à la disposition d'Alassane Ouattara et que vous aviez dit non. C'était à quelle période ça? C'était juste après la proclamation des résultats. J'avais signalé ici que j'étais en contact avec le Premier ministre Soro, non pas parce que nous voulions faire quelque chose, mais tout simplement parce que je cherchais les voies et moyens pour que le contact, enfin le dialogue puisse s'établir entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Et il faut noter que le Premier ministre lui-même m'avait demandé pour ce faire de me rendre donc au Golfe afin de discuter avec lui. Mais quand j'ai rendu compte au président Laurent Gbagbo, il m'a dit non, il n'est pas parti, qu'ils allaient me prendre en otage. Voilà ce qu'il a dit pour plaisanter. Mais le Premier ministre savait que je savais que le président Alassane était le candidat élu. Il le savait. Et ce qui m'a un peu effarouché, c'est qu'il a annoncé devant les gens que je savais, alors qu'il n'appartenait pas aux militaires que nous sommes, de donner les résultats de la proclamation de l'élection présidentielle. Donc c'est ça qui m'a effarouché. Mais je vous ai dit ici que bon, nous avons pu trouver un terrain d'entente. Quand il était venu en Guinée équatoriale, nous en avons discuté et je lui ai présenté mes excuses pour les faits qui s'y sont passés. Est-ce qu'en échange, on vous a promis quelque chose? Jamais, rien. D'accord. Donc, est-il juste de dire que d'un côté, vous dites à Soro que vous savez qu'Alassane Ouattara a été élu, et de l'autre, vous restez chef d'état-major des armées, demandant à l'armée de lutter contre l'invasion, si l'on reprend ce que vous avez dit dans vos interventions télévisées, notamment ce qui a été présenté par le représentant de l'accusation ces derniers jours. C'est ça? Je vous l'avais expliqué ici. Quand une élection présidentielle a lieu et que le président sortant est battu, il demeure encore président jusqu'à ce qu'il fasse la passation du pouvoir. Dans le cas d'espèce, nous, éléments des forces de défense et de sécurité, on considérait que le président Laurent Gbagbo était encore président compte tenu des voies de recours exercées, c'est-à-dire qu'il a fait appel à la communauté internationale de venir recompter les voix. Donc nous attendions avec impatience les résultats de cette commission. Donc les discours prononcés, ça va bien, ça cadre bien avec le rôle que je dois jouer normalement, le chef d'état-major des armées. Quand on a dit que le Comore arrivait, j'ai pris des dispositions pour dire non, qu'on ne permettra pas à qui que ce soit de venir toucher à un seul cheveu du président Laurent Gbagbo. Donc on a pris les dispositions, mais dès l'instant où les résultats sont proclamés, je crois que notre rôle à nous, militaires, ce n'est pas de se battre,
pour maintenir au pouvoir quelqu'un qui est battu, mais bien au contraire, c'est d'assurer la défense, l'intégrité territoriale en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, et c'est aussi de faire la protection des personnes et des biens. Donc c'est pour ça que la dernière fois, quand le procureur m'interrogeait, j'ai dit qu'il fallait faire le distinguo entre ce que je disais et la période. Parce que pour nous, jusqu'à ce que la commission, les chefs d'État se prononcent, le président Laurent Gbagbo était encore président. Mais une fois que les résultats sont donnés, c'est le nouveau président qui prend les rênes du pouvoir. Donc quand vous dites proclamer, vous parlez de proclamer par la communauté internationale, c'est ça que vous dites? Par la communauté internationale. La communauté internationale a dit que c'est le président Alassane Ouattara qui est le vainqueur de l'élection présidentielle. Et c'était quand ça? À l'issue du panel, je crois que c'est dans le mois de mars, puisque le panel est parti en Éthiopie le 10, à partir du 10, donc le 11, le 12, tout le monde savait que le panel s'était prononcé en faveur du président Alassane Ouattara. Alors, si vous étiez tiraillé, pourquoi n'avez-vous pas démissionné? Je vous l'avais dit, en 2007, lorsqu'une folle rumeur a couru la caserne, disant que tous ceux qui étaient sur la ligne de front allaient recevoir 6 millions de primes, et que le président Laurent Gbagbo a convoqué les soldats et les chefs et a permis aux soldats de prendre la parole devant les militaires, ce qui ne se fait jamais. Vous avez dû voir la démission en France du général de Villiers, permettre aux soldats de s'exprimer devant leur chef en face, en présence du chef suprême des armées, ça ne se fait pas. Et que moi, à mon tour, j'ai pris la parole pour dire que je ne suis pas un mercenaire, que je suis un soldat de la République. J'ai combattu parce que mon pays était en danger, et que si l'État ou bien la nation était reconnaissante, moi, une décoration m'irait mieux que de tendre la main pour prendre l'argent. J'ai été hué par mes soldats, et je vous ai rendu compte ici que le même soir, j'ai appelé le président Laurent Gbagbo, j'ai dit que je souhaitais le rencontrer, il m'a demandé de venir. Je suis allé, j'ai dit, monsieur le président, je suis venu rendre ma démission. Le président a refusé, il a dit non, que ce n'était pas encore la période. Alors, vous vous imaginez, pour avoir proposé au président Laurent Gbagbo de démissionner, on a attaqué ma résidence. Et moi-même, démissionner pendant cette période, c'est sûr que les gens s'en prendront à moi. S'en prendront à moi. Et vous savez que je suis de Yopougon-Kouté, mon village c'est Yopougon-Kouté, peut-être même s'en prendront à mon village. Donc, au lieu de démissionner, j'ai opté pour une autre solution, rompre la chaîne de commandement. C'est ce que j'ai fait. Sinon, j'aurais pu démissionner. Alors, vous avez rompu la chaîne de commandement le 31, le 30, et les résultats du panel dont vous nous parlez ont été donnés le 10 mars. Donc, je repose ma question. Pourquoi ne pas avoir démissionné à partir du 10 mars? Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait à partir du 10 mars? Vous vous rappelez aussi que le 11 mars, le président Laurent Gbagbo m'a appelé pour me dire que la communauté internationale venait de le lâcher, certainement qu'il venait d'avoir des informations en provenance de l'Éthiopie, et me demandait ma position sur la démission proposée par les présidents sud-africains et angolais. Quand je lui ai fait part de ma réponse, que je lui ai demandé de démissionner, il m'a dit OK, qu'il a compris. Mais après l'attaque de ma résidence, à la télévision, il y avait toujours une bande déroulante qui passait qui disait que le chef de l'État allait s'adresser à la nation. Que le chef de l'État allait s'adresser à la nation. Donc j'ai pensé que le président allait faire sa déclaration. J'ai dû attendre. Il ne faisait pas de déclaration.
Et le moment opportun, ben, je suis parti. D'accord. Y a-t-il eu, parmi vos subalternes, des personnes qui ont été ou auraient été approchées par soit des militaires du Nord, soit des responsables du RHDP, soit des proches d'Alassane Ouattara? Je n'ai eu aucune information. Personne n'est venu vers moi pour me faire part d'une telle proposition. Je n'ai eu aucune information. À votre connaissance, des représentants français ont-ils approché vos subalternes? Personne ne m'a fait un compte-rendu allant de ce sens. D'accord. Vous-même, avez-vous été approché par des responsables américains qui vous demandaient de rejoindre Alassane Ouattara? Non, je n'ai été approché par aucun responsable américain. Le seul Américain qui m'a appelé, c'était quelqu'un qui cherchait à joindre le président Laurent Gbagbo. Et ils ont appelé à l'état-major, ils m'ont dit, mais est-ce que votre président est présent sur le territoire? Bon, je leur ai dit oui, qu'il est présent. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président que j'ai eu. Il a dit que, monsieur le président, il y a le président Obama qui cherche à vous joindre. En fait, c'était le président Obama qui cherchait à rencontrer le président. Voici le seul contact que j'ai eu avec la personnalité américaine dont je ne connais même pas le nom. Et c'était quand ça? Oh, c'était, je crois, après le premier tour des élections, je crois. Après le premier tour. Et avant le second tour, donc? Avant le second tour. D'accord. Et est-ce que des responsables américains ont, à votre connaissance, approché vos subordonnés? Personne ne m'a fait de compte-rendu dans ce sens. Alors, nous disposons d'éléments de preuve selon lesquels l'ambassadeur des États-Unis de l'époque aurait approché Conan Boniface en lui demandant de se ranger du côté d'Alassane Ouattara. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas de qui vous tenez ces éléments de preuve, mais Conan ne m'a jamais rendu compte d'une telle situation. Alors, on va passer à un autre point, monsieur. Après le 11 avril 2011, à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des représailles contre les FDS? Si vous pouvez bien préciser votre question, les représailles, dans quel sens? Oui, bien sûr. Alors, après le 11 avril, donc après l'assaut contre la résidence du président Gbagbo, y a-t-il eu, de la part des vainqueurs, de la part des troupes du Nord, des représailles ou peut-être une chasse aux FDS? Oui, effectivement, il y a certains FDS qui étaient pris à partie. Raison pour laquelle j'ai même, lorsque Conan m'a demandé de demander le cessez-le-feu, je me suis empressé de le faire pour que les troupes venues du Nord ne s'en prennent pas aux FDS. Effectivement, il y en avait qui étaient pris à partie. D'accord. Après le 11 avril 2011, y a-t-il eu des représailles contre
les populations civiles dans certains quartiers d'Abidjan? Ça, je ne pourrais vous le dire parce que je vous ai dit que je ne suis pas sorti de la résidence en dehors du 12. Du 12 jusqu'à ce que j'aille à Yopougon pour le désarmement. Mais je n'ai pas eu connaissance de ces faits-là. Voilà. D'accord. Alors on va passer à un autre point. Vous nous avez expliqué, à l'occasion de questions qui vous étaient posées par le représentant de l'accusation, que la police était intervenue à Bobo le 11 janvier, après une réunion où les responsables de l'ordre avaient décidé de lancer une opération de police, laquelle réunion faisait suite à une réunion où ils avaient fait un point de la situation à Bobo au président Gbagbo. C'est ça? Oui. D'accord. Alors ma question, quelle était, en termes militaires, ou de maintien de l'ordre si vous voulez, enfin, en termes sécuritaires disons, quelle était, à ce moment-là, c'est-à-dire juste avant le lancement de l'opération de police, donc juste avant le 11 janvier, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez, quelle était la situation sécuritaire à Bobo? Par exemple, y avait-il eu des attaques, contre qui, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la situation de sécurité était alarmante, véritablement alarmante. La Côte d'Ivoire était dans une situation de quasi-insécurité. Et au niveau d'Abobo, il y avait des morts. Il y avait des morts. On en dénombrait pratiquement tous les jours. Hein. Tous les jours, il y avait effectivement des morts. Vous permettez que je vous interrompe une seconde? Oui, maître. Il y avait des morts. Ces morts étaient tués par qui? Pour qu'on comprenne bien ce que vous dites. Qui étaient ceux qui perpétraient les crimes? Alors, les crimes étaient perpétrés par le commando invisible. On avait des morts civils, on avait des morts militaires. Et c'est cette situation qu'on vivait au niveau d'Abobo, particulièrement. D'accord. Quand vous dites qu'il y avait des morts civiles, est-ce que vous voulez dire par là que le commando invisible s'en prenait aussi à la population d'Abobo? On a dénombré plusieurs fois des morts. Maintenant, par qui ils sont tués, je dis c'est le commando invisible, puisque nous, les militaires, de notre côté aussi, on dénombrait des morts. D'accord. Alors, vous avez parlé, au cours de vos échanges avec le représentant d'accusation, de membres des FDS, et je reprends votre formulation, également assassinés dans leur domicile. Donc, si je comprends bien, vous nous disiez que des FDS étaient attaqués chez eux, en dehors de leurs heures de service. Est-ce que c'est ça? C'est bien ça, maître. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui. Je vous avais signalé des FDS qui avaient été tués à Nonkwakouté, qui venaient en tenue au travail, qui se sont fait assassiner. Et je vous avais aussi signalé le cas de 3 FDS qui ont été brûlés vifs à leur résidence. Signalé également le cas de 2 policiers, dont un a été tué près de Saint-Joseph, l'école Saint-Joseph d'Abobo, non loin du rond-point d'Abobo. Et le cas de 2 CRS qui sont morts aux encablures d'Anoukakouté.
D'accord. Et que l'on comprenne bien, tous ceux-là que vous venez de citer ont été tués entre le deuxième tour des élections présidentielles et l'opération de police qui commence le 11 janvier, c'est ça? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé d'infiltration de combattants de Kone Zakaria à Bobo. Alors je voudrais vous poser une question concernant les infiltrations, mais cette fois-ci plus large que les combattants de Kone Zakaria. Et je voudrais savoir si l'armée savait que des groupes de combattants avaient été infiltrés à Abidjan avant ou pendant les élections présidentielles. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous, éléments des forces de défense et de sécurité, nous vivions une situation difficile. Difficile parce que pour savoir qu'il y a des infiltrations, il faut mettre en place les barrages, effectuer des contrôles. Et chaque fois qu'on en mettait, les opérateurs économiques se plaignaient, alors que nous étions quand même en situation de crise. Ils se plaignaient de ce que il y avait trop de contrôles. Donc, à un moment donné, nous avons même réduit les contrôles. Et puisque les deux parties de la Côte d'Ivoire étaient divisées, mais étaient réunifiées, il nous était impossible d'interdire la circulation d'un Ivoirien qui se présente en tenue civile avec une carte. Ben, quelquefois, vous le laissez passer, et puis après, bon, quand la personne se retrouve de l'autre côté, on retrouve un élément qui s'est infiltré pour aller mener des actions, voilà, qui soient en votre défaveur. Donc, nous, il nous était difficile parce on permettait la libre circulation des personnes et des biens. Et par ce fait, beaucoup ont pu s'infiltrer aussi. D'accord. L'armée savait-elle s'il y avait des caches d'armes à Abidjan qui étaient destinés, alors ne disons pas rebelles, mais à soit des membres du commando invisible, soit des forces du Nord, soit bref, des anti-Gbagbo pour faire simple. On a ces informations, on nous signale des caches d'armes par-ci, des caches d'armes par-là. Bon, quelquefois, quand nous allons, que nous vérifions, on ne tombe sur aucune arme. Sinon, c'est souvent qu'on nous dit ça. Une fois, on nous a même dit qu'il y avait des caches d'armes dans la forêt du Banco. On a ratissé la forêt pendant près toute une journée. On a découvert aucune arme. Sinon, c'est souvent qu'on nous le dit aussi. Voilà. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué à plusieurs reprises, c'est très clair, nous n'allons pas y revenir, que au moment des élections, les troupes du Nord qui étaient venues au Sud, et si j'ai bien compris, c'était 4000 hommes, sont certaines d'entre elles reparties comme prévu au Nord, mais certaines d'entre elles sont allées à l'hôtel du Golfe. Est-ce que j'expose bien ce que vous nous avez dit? C'est bien ça, maître. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une idée, même approximative, du nombre de soldats du Nord qui ne sont pas repartis au Nord, mais qui sont allés au Golfe, sur les 4000? J'évalue leur nombre, disons, à pratiquement une compagnie, un peu plus d'une centaine de personnes. D'accord. Aviez-vous à l'état-major des informations sur ce qu'il se passait au Golfe? Nous n'avions aucune information. D'accord. Alors, vous nous avez dit que le général Abdoulaye Coulibaly était au Golfe. Est-ce qu'il y avait d'autres généraux au Golfe? D'autres généraux de l'armée du Nord au Golfe?
Alors, je précise bien, le général Abdoulaye Coulibaly n'était pas un général de l'armée du Nord. Non, c'était un officier général à la retraite. Donc, entièrement libre de ses mouvements, de fréquenter qui il veut. Donc, il était parti au Golfe. Sinon, il n'était pas général en fonction. D'accord. Qui étaient, à votre connaissance, les chefs militaires qui se trouvaient au Golfe? Je n'ai pas eu... Je ne pourrais pas vous donner de nom. Je ne pourrais pas vous donner de nom. Je sais qu'il y a eu des officiers qui ont fait défection, mais les chefs militaires, j'en vois pas. J'en vois pas pour le moment. D'accord. Alors, je vais formuler un tout petit peu différemment ma question. Qui étaient les comzones qui se trouvaient au Golfe? Celui... je sais que Ouattara y était. Je sais que Mouro également y était. Parce que c'est lui qui était venu prendre la mitrailleuse qui était au carrefour. Et dans la discussion, on a pu avoir Ouattara pour avoir avec un gueux pour avoir la mitrailleuse. Donc ces deux, je suis sûr qu'ils y étaient. Et Soro, il était où? Vous voulez parler du Premier ministre, Soro? Guillaume Soro, oui. Oui, il y était également. Et Alassane Ouattara? Il était au Golfe. Il avait des conseillers français? Je ne peux pas... Je peux pas vous le dire. Je n'étais pas au Golfe. Donc, je ne peux pas vous dire s'il avait des conseillers français ou pas. Je ne savais pas les activités qui se menaient au Golfe. Je n'ai aucune information. Par exemple, quand l'ambassadeur de France se rendait au Golfe, vous ne le saviez pas? Je ne peux pas le savoir. D'accord. Est-ce qu'il y avait des contingents de l'ONU cantonnés au Golfe? Ce que je sais qu'ils s'y rendent souvent en hélico. On voit l'hélico partir et revenir. Mais je ne peux pas vous affirmer qu'il y avait un contingent qui était au Golfe. D'accord. Alors, vous nous avez dit, il y a quelques jours, vous nous avez raconté cet incident lorsqu'un convoi de 10 véhicules de l'ONU, enfin les membres d'un convoi de 10 véhicules de l'ONU assistent à la mort de policiers ivoiriens qui sont en train d'agoniser à Abobo. Est-ce que vous savez de quelle nationalité étaient les soldats de l'ONU qui faisaient partie de ce convoi? Malheureusement, non. D'accord. Savez-vous de quelle nationalité étaient les contingents de l'ONUCI qui étaient présents en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale? Ça va être un exercice difficile pour moi. Mais je peux citer quelques nationalités. Je sais qu'il y avait des Bangladeshis. Les Bangladeshis. Qu'il y avait des Togolais. Il doit y avoir aussi des Marocains. Des Béninois
des Béninois. Voilà. D'accord. Si d'autres nationalités vous reviennent, vous nous direz, d'accord? C'est compris, maître. Alors, je vais lire un extrait rapide des transcrits français édités du 25 septembre, page 70, lignes 12 à 25. Et c'est vous qui parlez. Et je cite. Je me rappelle qu'une fois, le cardinal d'Abidjan lui-même, c'était à la veille de Noël 2010, s'est déplacé pour venir me voir à l'état-major pour demander l'autorisation afin de permettre à un prêtre d'aller officier une messe. Je lui ai dit, mais, cardinal, vous me faites trop d'honneur, ils peuvent aller. Ils ont besoin de la nourriture spirituelle. On n'a pas besoin de leur donner l'autorisation. C'était pas pour faire des contrôles, pour empêcher ou bien pour les priver de quoi que ce soit, mais c'était dans ce sens. Vous parlez bien sûr des gens qui sont au Golfe. Hein. Je continue à citer. Mieux. J'ai même dit au président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président, ceux qui y sont, donc au Golfe, ce sont des autorités. Qu'on leur demande de rejoindre leur domicile, nous sommes prêts à assurer leur sécurité. Ça n'a pas été fait, sinon moi je l'ai demandé. Alors, à quel moment avez-vous dit cela au président? Alors, c'était dans le mois de janvier. C'est pas le blocus. Le poste de contrôle, donc les deux postes de contrôle ont été mis sur pied, ont été mis en place le 12 décembre. Le 12 décembre aux environs de 16 h. Et c'était dans le mois de janvier que j'avais proposé au président qu'on puisse permettre au président Bédié, au président Alassane d'être chez eux et que nous, on était prêts à assurer la sécurité. D'accord. Alors, je vais vous montrer une vidéo dont les références sont CIVOTP 0026 0016 timecode timecode 20 minutes 01 à 21 minutes 53 et la référence des transcrits CIV OTP 0052 0653 page 0659 ligne 201 à 212 et on prend la main si vous voulez bien. The defense has the floor, evidence channel 2. Audience, la défense à la main, évidence 2. Le pouvoir ne peut pas servir de moyen pour faire s'ouvrir le peuple. Je ne veux plus que le sang soit versé. Je ne veux plus de guerre. Je ne veux pas que le sang d'un seul Ivoirien soit versé. Je ne veux pas d'une guerre en Côte d'Ivoire qui peut s'étendre aux pays voisins ou les affaiblir. Je suis donc prêt, dans le respect de la Constitution, des lois ivoiriennes et des procédures que nous nous sommes librement données,
à accueillir un comité d'évaluation sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ce comité, dirigé par un représentant de l'Union africaine et comprenant des représentants de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la Ligue arabe, des Nations unies, des États-Unis, de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine, aura pour mission d'analyser objectivement les faits et le processus électoral pour un règlement pacifique de la crise. Ce comité devra également comprendre des Ivoiriens de bonne volonté. Je lance un appel à toutes les personnalités qui se trouvent encore à l'hôtel du Golfe de regagner leur domicile. Personne ne les a contraintes à se réfugier dans cet hôtel. Personne ne les empêchera d'en sortir. Elles sont libres de leur mouvement. Alors, monsieur, aviez-vous déjà entendu ce discours du président Gbagbo? Monsieur MacDonald, je dois soulever une objection quant à cette question. C'est une partie de ce discours. Il conviendrait de dire ou de demander est-ce que vous avez déjà entendu cet extrait d'un discours de monsieur Gbagbo, parce que l'extrait s'inscrit dans un discours beaucoup plus long, dont nous demandons la soumission au fin du dossier. Le président, oui, mais ce ne serait pas la première fois que nous diffusons uniquement des extraits dans ce prétoire. D'ailleurs, nous ne regardons que des extraits d'une pièce qui a été soumise dans son ensemble. Bien, monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà entendu cet extrait? Est-ce que vous avez entendu tout le discours et en particulier cet extrait-là? Oui, monsieur le président. Alors, il s'agit d'un discours délivré par le président Gbagbo le 21 décembre 2010 et diffusé dans le journal de 20h de la RTI le 21 décembre 2010. Ma question, donc, quand vous nous dites que vous vouliez proposer aux personnes de rentrer chez elles, en fait, vous repreniez une idée du président, n'est-ce pas? Oui, maître. Je peux y aller? Oui, maître, je reprends une idée du président Gbagbo. Donc, nous, on attendait la concrétisation. Voilà. D'accord. Alors, à propos du Golfe, vous nous avez dit, ce sont les transcrits français édités du 25 septembre, page 68, ligne 19 à 23, et je vais citer, vous êtes en train de répondre à une question du représentant de l'accusation, je vais vous citer. Donc, alors ce document, effectivement, comme intitulé dans l'objet, c'est pour réajuster le dispositif de sécurité. Il faut noter qu'en ce lieu, avant qu'on ne fasse ce message, il y avait un seul policier qui réglait la circulation, c'est-à-dire au carrefour de pistes, de routes, Rivière à Golfe, l'hôtel du Golfe. Il y avait un policier là qui réglait la circulation. Fin de citation. Cet unique policier, monsieur, était-ce insuffisant? D'ailleurs, ce carrefour, on l'appelait carrefour policier, puisqu'il y était tous les matins pour régler la circulation. Mais quand nous avons mis sur pied, nous y avons placé un engin surmonté d'une mitrailleuse, le policier n'y était plus. D'accord.
Alors, vous avez précisé, lors de votre témoignage, transcrit français édité du 25 septembre, page 69, lignes 8 à 13, et je vous cite, « Suite au compte-rendu que j'ai fait au président Laurent Gbagbo pour lui dire que nos frères, au lieu de remonter au nord, il y en a qui sont descendus au Golfe, le président a donné des instructions pour dire de faire en sorte qu'ils ne sortent pas, de faire en sorte pour que les militaires qui sont dedans ne sortent pas. Et donc moi, j'ai traduit ça en ordre militaire. Donc, le poste de contrôle qui était là, le poste d'observation qui était là, on l'a réajusté et on a mis un poste de contrôle. Fin de citation. Donc vous nous avez déjà expliqué que ces soldats du Nord étaient allés au Golfe après les opérations de sécurisation. Ma question ici, manifestement d'après ce que vous dites là, ça n'était pas prévu, n'est-ce pas, qu'ils se rendent au Golfe au lieu de remonter au Nord? Non, ce n'était pas prévu. D'accord. Et vous nous avez dit, toujours en réponse à une question du représentant de l'accusation, que le renforcement du dispositif de sécurité autour du Golfe avait été décidé en accord avec des responsables de l'ONUCI. Vous vous souvenez? Oui, maître, avec le général Tal. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur la façon dont ça s'est décidé? Les discussions, enfin rapidement bien sûr, mais comment tout ça s'est organisé? Donc déjà, il y a eu l'incident de la mitrailleuse qui était mise en place, mais qui avait été retirée par les éléments qui étaient au Golfe et qui l'ont ramené au Golfe. Suite donc à une négociation avec le général Gueux et Ouattao, la mitrailleuse a été restituée. Après donc cet incident, donc, les forces impartiales, les responsables de l'ONUCI ont été informés. Le général Hafiz a détaché le général, il est général maintenant, Tal Nyang, au niveau du Golfe, qui m'a appelé. Et c'est lui qui a indiqué l'emplacement où on devait mettre en place, enfin l'emplacement où on devait positionner le poste de contrôle. Et pendant même qu'on positionnait le poste de contrôle, déjà il y avait des éléments qui étaient au Golfe qui sortaient. Donc ils ont été arrêtés par le général qui leur a demandé de rebrousser chemin. Voilà comment le poste de contrôle a été mis en place. Très bien. Vous avez été très clair. Est-ce qu'il y avait des responsables militaires français qui participaient à la discussion? Non, il n'y a pas eu de responsable français. Alors on va passer à un autre point. Alors dans une vidéo qui vous montre et qui a été présentée par le représentant de l'accusation, vous expliquez qu'il y a eu 21 FDS tués à la suite des marches insurrectionnelles des 16 et 17 décembre 2010. Vous vous en souvenez? Oui. Alors, si vous voulez, on peut repasser la vidéo. Mais si vous vous en souvenez bien, je peux vous poser les questions sans avoir à repasser la vidéo. Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez poser la question. D'accord. Alors, vous avez évoqué donc 2 marches insurrectionnelles, les 16. Alors, pardon, je vais quand même donner pour les besoins du dossier le numéro du transcrit de la vidéo.
Alors, CIVOTP 0087 0485, timecode 3 minutes 14 à 4 minutes 9.